Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer cette nouvelle édition des Mardis du Management, donc qui sont des webinaires que nous avons lancés l'année dernière dans le cadre de la commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales du MEDEF pour sensibiliser les entreprises aux enjeux de management et répondre notamment aussi à quelques questions qui se sont plus fortement posées avec la crise sanitaire et économique que nous avons connue et sommes toujours en train de connaître. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'avoir un échange entre Aziz Seni, qui est coprésident de la commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales du MEDEF, et Arnaud Marion, qui est donc un entrepreneur spécialisé dans la gestion de crise, auteur du livre Partout où je passe, les mêmes erreurs, et fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, qui est donc spécialisé sur la formation des dirigeants dans la gestion de crise et des transformations. Donc, dans un premier temps, on va avoir cet échange entre Aziz et Marion, et ensuite un échange avec vous. Je vous invite à poser vos questions via le chat que vous avez à votre disposition pour que nous puissions prendre les questions à la fin de cet échange. Et je vais tout de suite passer la parole à Aziz et Arnaud, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci Pauline, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire un peu spécial du Mardi de Management. On a un invité de qualité, c'est un ami, donc on ne va pas faire semblant, on va se tutoyer durant tout cet échange. Arnaud Marion, que l'on présente encore si peu, déjà très connu, un entrepreneur qui a démontré bien des choses sur le terrain, un dirigeant de crise, pour ne pas être dans les anglicismes et utiliser le terme de manager de crise. Il aura la modestie de ne pas dire qu'il est l'un des meilleurs de France et reconnu comme tel. Enfin, si on regarde un petit peu son palmarès comme un boxeur, plus de 300 dossiers à son actif dans tous les secteurs, avec des entreprises de toutes les tailles, 48 mandats de PDG, DG, non pas en même temps, bien évidemment, pas en les cumulant, mais de manière successive. Tu as à ton actif quelques dossiers emblématiques, Piano Plenel, le Lido, Eliès, Doux, et jusqu'à Nice Matin, la Provence et même le Vélib parisien. Donc, c'est dire s'il a mis les mains dans le cambouis dans des dossiers extrêmement difficiles. Et bien sûr, l'auteur d'un dernier livre dont je me suis régalé tout au long des pages, c'est Partout où je passe, les mêmes erreurs, aux éditions Erol. Tu es aussi fondateur, tu transmets, tu essaies de transmettre tes connaissances à travers l'Institut des hautes études en gestion de crise, qui a pour objet de transmettre ce que tu sais, ton expérience, la direction et la gestion de crise, le management de la transformation, bref, tout ce que de manière générale, on n'apprend pas dans les cursus classiques, puisqu'on nous apprend à naviguer par beau temps et rarement au cœur de la tempête. Tu es cofondateur de FE2T, un fonds entrepreneurial territorial de la transformation avec les entrepreneurs situés dans les Hauts-de-France et notamment en partenariat avec la famille Nuliez et Octave Klaba, fondateur de EVH Cloud. Alors, on va... la connexion. Arnaud s'en est allé? Allô, allô? Arnaud, vous nous entendez? Moi, je t'entends, Pauline. Ouf, j'ai eu peur que ce soit de mon côté. Non, c'est Arnaud qui a un souci. Il va revenir. Donc Arnaud nous a quittés. Je pense qu'il va revenir, j'espère. Je vais faire comme à la télé, je vais meubler alors, Tout à fait. pour que notre auditoire ne s'ennuie pas trop. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. On aura 40 minutes d'échange et puis j'espère que les 20 minutes qui resteront pourront être utiles pour un échange, j'allais dire avec la salle, mais ça c'était avant, avec nos invités en ligne. Voilà, désolé. Pas de souci. C'est bon, Arnaud? C'est bon, désolé, un petit problème technique visiblement. Bon, eh ben on va et on va passer directement aux questions. On va échanger de manière conviviale et puis pendant 40 minutes, comme je l'expliquais à nos invités, et puis ensuite pendant une vingtaine de minutes,
on aura un échange avec, avec la salle virtuelle. Voilà. Cher Arnaud, on vient de vivre 13 mois un peu particuliers quand même, hein, chacun l'aura constaté, vécu, subi, chacun prendra les termes qu'il veut, et on sait bien évidemment que ce n'est pas encore fini. Y a-t-il pour toi des enseignements que l'on peut tirer de cette période un petit peu hors norme? Quelles sont les leçons à tirer de ce qui a pu se passer selon toi? Oui, merci Aziz, merci Pauline, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous au MEDEF pour les mardis du management. Alors effectivement, une crise exceptionnelle parce qu'en fait, c'est un choc qui vient de l'extérieur de la sphère économique, qui a atteint la sphère économique, mais qui n'a rien à voir, comme par exemple la crise de 2008. Donc ça a été simultanément un choc d'offres et de demandes, et on voit comment en un an la situation a évolué. Il y a un an, tout le monde était dans une très très grande incertitude. Ça a révélé tout au long de l'année nos vulnérabilités au niveau des États et au niveau des entreprises, hein, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que les États se sont rendus compte qu'ils ne fabriquaient plus de masques, de respirateurs, même d'oxygène industriel pour la France, ni même les principes actifs des médicaments. Et les entreprises, elles se sont aperçues que, en gros, 25% de la valeur ajoutée manufacturière était d'origine chinoise ou asiatique, et que donc il y avait des vraies dépendances. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que finalement, on assiste simultanément à une hypertrophie de la dette publique et d'une certaine façon de la dette privée. Et ça a mis en évidence, si vous voulez, une déformation de la géographie structurelle de l'économie. En fait, on s'aperçoit qu'on a des secteurs qui ont été très, très fortement impactés et d'autres, au contraire, qui en ont profité. Alors, les secteurs impactés, on les connaît. L'aérien, l'automobile, la restauration, le tourisme d'une façon générale, la distribution traditionnelle, et puis les secteurs qui ont bénéficié de tout ça, bah, c'est effectivement tout ce qui est tech, tout ce qui est télécommunication, la santé, la pharmacie, le online, l'explosion du e-commerce, l'agroalimentaire qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Et donc, on est en train d'assister à une réallocation du capital et du travail. D'ailleurs, les bourses ne sont jamais aussi bien maintenues et portées que ces derniers temps, même si c'est assez contre-intuitif. Et puis surtout, on entend déjà dire les restaurants ouvrent, mais on n'a pas de main-d'œuvre. Et pourtant, on a encore des centaines de milliers de personnes qui sont indemnisées au chômage partiel. Mais ce n'est que le début, en fait. On va assister à une sorte de choc de compétences, tant au niveau des États qu'au niveau des entreprises. Et puis, au niveau microéconomique des entreprises, il y a eu deux grands enseignements à en tirer. La première, comme on dit, c'est que l'argent est roi, cash is king. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a fait ses comptes en se disant, tiens, combien de temps? Tous les entrepreneurs ont fait leurs comptes. Et le deuxième, et je crois que celui-ci est très positif pour nous, entrepreneurs, c'est que ça a remis en avant l'entreprise en tant que corps social. Est-ce que vous avez remarqué que très vite, dans les premiers jours de mars 2020, l'entreprise, elle a manqué à ses salariés. Tout d'un coup, le salarié se disait, j'ai le risque de perdre mon emploi et peut-être de ne jamais en retrouver. Et il n'y a pas eu de conflits sociaux, il n'y a pas eu d'acrimonie. D'ailleurs, tout a été assez inaudible en la matière quand il y a eu des tentatives qui étaient je dirais, somme toute naturelle, mais ce n'est pas ce que veulent les salariés. Les salariés, ils veulent travailler, ils l'ont montré. Regardez la disposition où on pouvait tout d'un coup se prescrire son propre arrêt maladie si on était cas contact ou si on avait présenté des symptômes du Covid. Il y a eu zéro abus. Alors, tout ça a changé les habitudes. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la même chose de travailler dans des entrepôts ou des usines que dans des bureaux. Pour les gens qui travaillent dans des bureaux, il y a eu une hybridation en fait entre le monde du travail et le monde de la maison. Ça, c'est évident. Et je crois que le collectif est redevenu comme étant quelque chose d'important où chacun s'est senti une responsabilité vis-à-vis du collectif.
Après ça, les entrepreneurs, ils viennent de vivre une année inouïe où il a fallu qu'ils composent avec l'incertitude. Le monde, on n'arrive plus à se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus, qui est même d'ailleurs assez imprédictible et inattendu. Mais ça a été aussi l'occasion finalement de se remettre en question pour beaucoup d'entrepreneurs et à tout le moins de se poser les bonnes questions. Et c'est en cela que c'est hors norme parce que je crois qu'il y a eu des vraies bonnes problématiques qui ont émergé, comme celle de ce que j'appelle, on en reparlera certainement tout à l'heure, les grands enjeux contemporains, c'est-à-dire tout ce qui est lié au climat, tout ce qui est lié à la biodiversité, à la responsabilité. Les dirigeants ont vraiment fait preuve d'une immense responsabilité, mais là où on peut se réjouir, c'est que le management a vraiment gagné ses lettres de noblesse parce que les salariés aussi, si vous voulez, ont gagné en responsabilité. Alors, tu as abordé en filigrane une question sur laquelle je vais rebondir. Il y a des enjeux forcément pour les entrepreneurs et des enjeux immédiats auxquels ils vont être confrontés face à ces confinements successifs qui se sont passés, face aussi à l'incertitude de l'avenir. Comment tu vois la problématique du rebond pour tous ces entrepreneurs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands? Alors, il y a plusieurs catégories en fait. Les entrepreneurs qui, avant la crise, avaient des difficultés parce qu'ils étaient surendettés ou pas rentables, la crise ne les aura pas aidés. Alors, peut-être que ça va ralentir un process qui était là parce qu'il y a eu du PGE, il y a eu des reports de charges sociales et ce genre de choses, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Au contraire, ça va accentuer, je pense, et plutôt certainement accélérer les choses. Je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'agents économiques depuis un an. Il y a ceux qui ont subi les fermetures administratives et il y a les autres. Je dirais que ceux qui ont subi les fermetures administratives, et je connais bien, j'ai fait une tribune sur le commerce récemment, donc c'est le monde du commerce, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, etc., etc., ou ceux qui, par ricochet, ont dû fermer, eux, ils ont un véritable préjudice qui aujourd'hui n'est pas indemnisé tel qu'il devrait l'être. Je fais partie des gens qui se battent sur le fonds de solidarité, on y reviendra peut-être. Et il y a les autres qui ont subi la crise en mars 2020 et puis finalement qui, 2 semaines, 3 semaines, parfois 4 semaines après, se sont remis au travail, ont réussi à retrouver leurs approvisionnements et finalement, le monde a recommencé à marcher à partir du printemps 2020. Eux n'ont pas du tout le même type de préjudice. Donc, du coup, les enjeux, ils sont différents pour ces différentes catégories. La première catégorie que j'évoquais, son enjeu, c'est de pouvoir être correctement indemnisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui est en évolution permanente, d'ailleurs, avec Bercy. Mais je crois qu'au-delà de ça, ça a fait comprendre que finalement, il fallait réfléchir à sa chaîne de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Quelle est mon activité? Et finalement, où est-ce que je gagne? Où est-ce que je perds? Où est-ce que je suis rentable? Où est-ce que je ne le suis pas? Et où est-ce que je devrais investir? Est-ce que j'ai bien, finalement, est-ce que j'avais bien engagé ma transition numérique? Est-ce que je m'étais suffisamment robotisé? Est-ce que je m'étais transformé? On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc, en fait, ce sont des enjeux de réflexion qui sont extrêmement importants pour les chefs d'entreprise. Et puis, à côté de ça, on a tous vu des acteurs économiques, mais émerger, prendre le pas. On ne les connaissait ni d'Ève ni d'Adam. En un an, la visioconférence est venue dans le monde des PME et des ETI. C'était plutôt le monde des grandes entreprises, on va dire, des entreprises assez structurées. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte que la visioconférence, c'était plus une pièce avec un grand écran mural et une pieuvre au milieu d'une table, mais finalement, on avait la visioconférence à travers son ordinateur. Voilà. Alors, on le faisait avec WhatsApp pour appeler sa famille comme ça, mais on ne le faisait pas dans le cadre du travail. Donc, ça a changé un certain nombre de comportements. Donc, les enjeux immédiats pour les entrepreneurs, c'est comment à un moment financièrement ils vont tenir et comment ils vont être capables
de se projeter, d'améliorer et de capitaliser sur les forces qu'ils ont vues et surtout de minimiser leurs faiblesses. Je crois que c'est ça. Cette crise, elle a été un immense révélateur pour chacun d'entre nous et à tous les niveaux. Alors, cette crise, elle a été révélatrice, révélatrice aussi de craintes, comme tu viens de les souligner, mais on a beaucoup parlé de prévention. Tout le monde en a parlé, il faut faire de la prévention. Il faut dire que personne n'avait fait de prévention ou prévu cette crise, donc c'est au moins une leçon que tout le monde aura retenue. Sur ces mesures de prévention, pour toi, quelle est la plus grande crainte, les points sur lesquels il faudrait faire, selon toi, faire attention? Alors, pendant un an, un peu plus d'un an maintenant, 14 mois, on vient de vivre un régime d'exception, à tout point de vue d'ailleurs, dans notre vie personnelle, dans la vie des entreprises. Et donc, tout d'un coup, on pouvait ne plus payer l'URSSAF, on pouvait ne plus payer ses charges fiscales, on pouvait ne plus payer son loyer, on pouvait ne plus payer ses fournisseurs. Et puis, pour beaucoup, en tout cas pas loin de 700 000 entreprises, il y a eu des prêts garantis par l'État, il y a eu le chômage partiel. C'est-à-dire qu'en fait, un dispositif, un arsenal de mesures anti-crise, en fait, qui n'existe pas quand une entreprise est seule confrontée à la crise. Et donc, ça, c'est en tout cas une grande leçon que l'on voit. Et à côté de ça, bah, la vie va revenir à la normale. Et là, ça signifie que on ne peut pas accumuler des dettes, on ne peut pas empiler des dettes. La pire des choses, c'est de se dire, je peux attendre, je laisse traîner, et puis je ne veux pas aller au tribunal de commerce, je ne veux pas ouvrir un mandat ad hoc ou une procédure de conciliation. Il y a ces procédures-là qui sont là pour trouver des accords structurés avec ses créanciers, peut-être parfois même pour lever des fonds avec des banques spécialisées. Et moi, je vois beaucoup de dossiers, je les vois passer, où les entrepreneurs accumulent de la dette, ne sont pas rentables et ne transforment pas leur modèle, profitent finalement indirectement du chômage partiel en se disant bah, ça m'évite de licencier, mais je ne transforme pas mon entreprise. Ces entreprises, le jour où elles sont au pied du mur, parce que tout d'un coup, bah, l'URSSAF vous dit il faut me payer, le fisc vous dit il faut me payer, le bailleur vous dit il faut me payer, elles vont se retrouver au tribunal de commerce, exsangues, et elles n'arriveront pas à se redresser. Donc, ceux qui vont perdre, ça va être les entrepreneurs propriétaires de leurs entreprises. Donc, moi, je plaide et je dis à tous les chefs d'entreprise, surtout, n'ayez pas peur de franchir les portes d'un tribunal de commerce, d'aller voir un administrateur ou mandataire judiciaire pour expliquer votre situation et pour trouver la solution la plus adaptée. On sort du redressement judiciaire. Moi, j'ai travaillé pour un de mes clients l'année dernière, en août, dans une situation catastrophique. Je lui ai sorti en 7 mois son entreprise du redressement judiciaire et on a pu faire un plan d'étalement des dettes parce que ce n'était pas encore trop dramatique. C'était très difficile, mais pas dramatique. Le jour où vous arrivez au tribunal de commerce, que vous êtes obligé, comme on dit, de déposer le bilan, de vous mettre en redressement judiciaire, mais que vous n'avez pas d'argent en caisse et que votre activité est déficitaire, vous ne survivrez pas et dans les 2 mois, votre entreprise sera vendue, cédée, un plan de cession et vous n'existerez plus à la tête de votre entreprise. Donc c'est pour ça que, et je te remercie de poser cette question sur la prévention, car elle est essentielle. Il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui attendent trop. Et d'ailleurs, on a vu la statistique de la deuxième quinzaine du mois de mars, et c'est un peu la même tendance en avril. Les entreprises arrivent trop affaiblies au niveau des tribunaux de commerce. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on peut profiter de cette crise pour espérer que les différents créanciers puissent être un petit peu plus souples, un petit peu plus conciliants, et en particulier les créanciers publics que tu citais, que sont l'URSSAF et le fisc? C'est un petit peu pour essayer de rassurer ceux qui nous écoutent et qui peut-être se poseraient la question, est-ce que je dois aller déposer le bilan, est-ce que je dois saisir la commission ad hoc, etc. Oui, il y a toutes les commissions du redressement, les fameuses CRP ou le CIRI pour les entreprises plus grandes et autres. La semaine dernière, sur un de mes clients que j'ai aidé, que j'ai assisté, on a eu un étalement de ce qu'on appelle la CCSF, donc la commission des chefs des services financiers, de 39 mois. C'était une entreprise du retail
Et donc, oui, il y a une compréhension comme il n'y a jamais eu de la part des pouvoirs publics. Là, je crois qu'il n'y a pas un seul créancier public qui aujourd'hui veut mettre une entreprise par terre. Je crois il y a peu de créanciers privés qui veulent faire de même. Après, dans des entreprises plus grandes, il y a des créanciers, des fonds, des hedge funds un peu plus opportunistes. On l'a vu dans un certain nombre de dossiers cette année, mais je ne porte pas de jugement. Je dirais que la majorité des gens là autour de cette webconférence ne sont, j'espère en tout cas, pas concernés par ces créanciers un petit peu plus vautours que les autres. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on arrive à étaler les dettes, on arrive à trouver des accords. On en parlait, Aziz, encore ce matin ensemble. Les bailleurs, y a-t-il aujourd'hui des récriminations contre les bailleurs? Moi, je sais que les bailleurs, finalement, bah, ils ont joué le jeu des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez? Les entrepreneurs dont les commerces sont fermés, c'est compliqué pour eux de payer le loyer. Voilà. Bon, et ils ont plutôt joué le jeu, et ils ont joué le jeu, en tout cas les fédérations de bailleurs, au niveau des pouvoirs publics et de Bercy, pour aider à ce qu'il y ait des dispositifs justement pour aider au paiement des loyers. Donc je crois que aujourd'hui, plus que jamais, moi qui vis la crise, généralement, je suis seul sur mon territoire à être en crise, tous mes concurrents en profitent. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde se sent concerné et il n'y en a pas un qui est plus mal que l'autre. Vous savez, généralement, l'esprit un peu français, c'est il s'est planté. On est un peu content parce qu'on est le concurrent et qu'on va gagner quelque part de marché. Et on trouve toujours une excuse parce qu'il s'est planté, parce qu'il n'était pas bon, parce qu'il n'a pas fait ceci, parce qu'il n'a pas fait cela. Là, on est dans un autre cadre de référence. La crise, elle nous concerne tous. Elle nous a tous atteints de près ou de loin. On a tous malheureusement des gens qui ont été malades, voire, et c'est mon cas, décédés du Covid dans l'entourage ou des entourages proches, familiaux ou amicaux. Et donc, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et je crois que plus que jamais, il faut discuter maintenant. Je ne dis pas que dans un an, ce sera facile de discuter. C'est pour ça que je préfère discuter à l'amiable maintenant que judiciairement dans 6 mois, où à un moment, il y aura tellement de dossiers que je risque de perdre la main. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une tribune. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette tribune que tu as publiée il y a quelques semaines, je crois que c'était autour du 23 avril, dans Les Échos. Une tribune qui a énormément fait parler d'elle, qui a eu un impact important, bien sûr, dans l'environnement entrepreneurial auprès des dirigeants d'entreprise, mais surtout les membres du gouvernement, et en particulier ceux en charge des questions économiques, se sont saisis de tous les sujets que tu as pu aborder dans cette tribune. Est-ce que tu peux nous rappeler les sujets que tu as abordés, bien évidemment nous décrire la situation et savoir en réalité si tu as eu un bon accueil très concret, pragmatique, enfin bref, s'ils ont été à l'écoute de tout ce que tu as pu leur dire à travers ton expertise et ton expérience. Oui, merci, merci d'en parler, Aziz, parce que en fait, moi, j'estime que ma responsabilité à l'IHEGC, c'est aussi de me saisir d'un certain nombre de sujets. Donc, c'est facile, je m'auto-saisis. Donc, et il se trouve que le hasard, mais franchement, un client et puis deux, trois amis qui me présentent des gens dans le secteur du retail, comme on dit, du commerce. Alors, des enseignes d'habillement ou autres, ou de parapharmacie, des petits commerces. Et tout d'un coup, ils me disent, mais nous, on n'a pas de dispositif d'indemnisation. Et je dis, c'est bizarre quand même, il y a le fonds de solidarité, il y a l'aide coût fixe. Ah bah oui, mais en fait, on a quelques problèmes. Donc je recoupe ce qui se passe et je trouve qu'il n'y avait pas eu une vraie prise de parole pour défendre les commerces. Qui a pris vraiment la parole pour défendre les commerces? Alors oui, à l'occasion, on en parlait. Et moi, je me suis dit, mais le jour où les commerces disparaissent, en fait, ce n'est pas que le magasin où on va acheter, mais c'est le réseau social de la France. C'est le véritable, je crois que ma tribune, je l'ai appelé comme ça d'ailleurs, notre véritable, les commerces, notre véritable réseau social. Il faut les sauver. Et donc, j'ai appelé ma tribune comme ça et elle a eu un grand retentissement. D'ailleurs, merci à Geoffroy Roux de Bézieux, à Laurence Parisot, Patrick Martin, à toi-même, Aziz, à tout un tas de personnes du MEDEF qui s'en sont saisies, à vos confrères de CPME, également beaucoup d'économistes français et non des moindres, des gens comme Denis Ferrand de Rexecode, des gens comme Alexis Carclins, des gens comme Mathieu Laine ou autres, Jean-Charles Simon aussi, vous connaissez bien au MEDEF.
Bon, beaucoup se sont dit, mais oui, c'est vrai, c'est important, il faut lire ça. J'avais fait en plus tout un thread sur Twitter. Et en fait, j'ai envoyé cette tribune à Emmanuel Macron par SMS, parce que je le connais un peu, je ne suis pas un intime. Et très vite, il a réagi. Il était dans un avion de retour du Tchad pour les obsèques du président d'Ibris. Et il a réagi, il m'a dit oui, c'est très juste. Et il a contacté Bruno Le Maire. Bruno Le Maire m'a appelé lui-même le lundi en me disant c'est intéressant, il faut qu'on se reparle. J'ai parlé avec son cabinet, je dois reparler avec Bruno Le Maire. J'ai travaillé avec le cabinet d'Alain Griset également, avec Louis Marguerite, son directeur de cabinet. Et en fait, j'ai consolidé ce que j'avais compris de 5 ou 6 dossiers emblématiques et pas des dossiers, comme on dit, opportunistes, hein, des gens qui sont des chasseurs de primes. Et je leur dis, mais ces gens-là, ils ne veulent pas des subventions, ils veulent être indemnisés d'un préjudice lié à la fermeture. Et effectivement, le diable est dans les détails. Pourquoi? Parce que, et pour ceux qui sont dans le commerce et qui sont autour de ce chat, il faut avoir 50% plus de 50% de baisse de son chiffre d'affaires pour être indemnisé au titre du fonds de solidarité. Alors, je vous la fais courte, vous avez 200 magasins, vous en avez 99 de fermés, admettons que chaque magasin fait le même chiffre d'affaires, bah vous êtes à moins 49%, vous n'êtes pas à moins 50%, et donc vous devez payer 49 loyers de magasins fermés. Donc c'est aberrant. Et puis vous devez payer les frais fixes, parce qu'il n'y a pas que les salariés vendeurs en chômage partiel, il y a aussi, il faut faire tourner une boîte, même fermée, une entreprise, elle a besoin de charges fixes. Et donc du coup, j'ai résumé un certain nombre de positions, et puis j'ai dit, bah, c'est aberrant. Vous fermez les commerces et vous demandez aux entrepreneurs de ne pas les exploiter, mais vous leur demandez de payer le loyer. Ou alors, et qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas. Donc, les bailleurs ne touchent pas leur loyer. Donc, il y a toute une chaîne de défauts qui s'organise. Bon. Et donc, on a eu un certain nombre de discussions. Alors, ils ne m'attendaient pas, je n'étais pas le seul. Mais disons, moi, j'ai permis modestement de catalyser tout ça et peut-être de mieux synthétiser, parce qu'il y avait peut-être un peu trop d'interlocuteurs. Dans la restauration, les entrepreneurs ont, comment dirais-je, avaient plutôt bien joué, puisqu'ils ont parlé d'une seule voix. Alors, moi, je dis, hein, j'appelle ça, comme tu le sais, Aziz, l'effet Top Chef, quoi. Voilà, les chefs sont devenus un peu des stars dans le quotidien de beaucoup de Français, en fait, qui suivent ces émissions. Donc, quand un chef, un peu comme Philippe Etchebest ou Guy Savoy, prend la parole, bah, on l'écoute et on se dit, oula, attention. Bah, dans le commerce, il n'y a pas beaucoup de grandes figures emblématiques. Il y a des figures emblématiques. Alors, je ne veux pas amoindrir ceux qui ont osé prendre la parole, hein. Les PDG d'Etam, de Célio, même de Zara. Il y a vraiment eu tout un tas de gens qui ont pris la parole. Brice Rochet aussi. Mais ça a été un peu plus diffus, c'était peut-être moins grand public, on va dire, c'est peut-être plus CSP+. Et donc, moi, j'ai voulu catalyser le truc. Et aujourd'hui, eh ben, le décret du 5 mai qu'on est en train d'analyser apporte un certain nombre de réponses à tout ça. Il y a un dispositif loyer qui est en train d'être négocié à Bruxelles et qui devrait être mis en place d'ici la fin mai pour permettre aux entreprises d'être indemnisées de leur loyer quand le commerce est fermé, et donc aux entreprises de payer leurs bailleurs. Il ne faut pas oublier, le bailleur, ce n'est pas que des grandes foncières comme Unibail, Rodamco. Ce sont aussi souvent des gens qui sont à la retraite, qui ont investi dans un petit local et qui perçoivent un loyer qui est souvent une partie importante de leurs revenus. Et moi, je jette l'opprobre et la pierre sur personne. Ce que je voulais, c'était redécoincer le système des commerces en disant, attention, eux, ils ont été fermés. Vous ne pouvez pas les traiter avec des mesures générales et universelles. C'était mon discours. Et pour répondre à ta question, j'ai quand même eu tout le monde à une rapidité. Bon, échanger avec le président de la République, échanger avec Bruno Le Maire. Je revois Bruno Le Maire dans une visioconférence en one-to-one la semaine prochaine. Échanger avec sa directrice de cabinet, avec le directeur de cabinet d'Alain Griset, des réponses de WhatsApp, de SMS, et avec une rapidité énorme et une espèce d'agilité. Donc oui, bien sûr, les dispositifs n'étaient pas parfaits, on appelle ça des effets de bord, mais les effets de bord, c'est difficile de les voir avant. Alors il y avait par exemple aussi, je m'étais emparé d'un sujet qui était les repreneurs de 2020, donc les plus courageux, ceux compris à l'été 2020, encore dans l'incertitude,
eux, ils n'ont pas droit aux aides quand ils sont fermés en 2021, parce qu'il faut que la société soit créée avant le 1er mai 2019. Bon, ben voilà, c'est ce qui a été gravé dans le marbre à Bruxelles et c'est ce que j'essaye de faire évoluer à la marge. Donc aujourd'hui, tout ça est en train de s'améliorer. C'est pas encore parfait parce que moi, je pense qu'il faut indemniser le mois de novembre et il faut indemniser les mois de février et mars où il y a eu couvre-feu plus fermeture administrative dans les centres commerciaux. Et puis, bon, bah, pour le mois d'avril, là, je crois que c'est quand même plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti. Donc, il y a eu quand même quelques erreurs. D'ailleurs, quelques erreurs partout où je passe, les mêmes erreurs, pour pas dire autre chose. Euh, alors, Voilà, pourquoi c'est le titre le livre qui est là. pourquoi tu as choisi ce titre pour ce livre? Moi, quand je prends un livre, je m'interroge toujours sur le choix du titre. Alors, parfois, c'est la maison d'édition, mais je sais que là, c'est bien toi qui l'as choisi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? En fait, je vais raconter l'histoire. Parce que je suis chez mon éditrice, Marie Alavena, qui dirige les éditions Erol, elle me dit en janvier 2020. Donc, on n'est pas du tout dans la crise du Covid, hein. La Chine l'est, le monde l'est, mais nous, on est en France, on n'est pas en Europe. Personne ne pense à la crise du Covid et je ne parle pas des États-Unis. Et elle me dit, mais Arnaud, les entreprises font des bénéfices exceptionnels, on est en croissance. Pourquoi tu as fait un livre sur la crise? Et je lui dis, écoute, parce que chaque chef d'entreprise sera confronté un jour à une crise grave dans son entreprise et il n'y est pas préparé. Et deuxièmement, parce que partout où je passe, ce sont les mêmes erreurs. Et elle me dit, voilà, tu as trouvé ton titre. Et donc, l'idée, c'était de dire, c'est pas d'incriminer bien sûr les chefs d'entreprise, mais c'est de dire, c'est quand même hallucinant que souvent, même dans des très grandes entreprises, hein, j'ai travaillé dans des entreprises, tu l'as rappelé, qui étaient en milliards d'euros de chiffre d'affaires, on voit des entreprises qui sont tombées un peu dans le panneau d'un certain nombre de choses. Donc, on n'écoute pas les signaux faibles. Euh, on considère que c'est de la faute des autres. On te dit, oui, ça s'est effrité, je suis pas très rentable, mais c'est conjoncturel, c'est jamais structurel, c'est jamais de ma faute. Puis c'est de la faute des autres. Et puis ces entreprises, on s'aperçoit toujours qu'il y a une rupture un peu dans le dialogue social, qu'il n'y a pas vraiment de transparence avec les parties prenantes. Et puis finalement, que des dirigeants en arrivent à se mentir à soi-même. Et je ne suis pas en train de les critiquer, je dis que c'est difficile d'admettre qu'à un moment, faut peut-être faire différemment et qu'on s'est peut-être trompé et qu'il faudrait faire différemment. Donc finalement, en se mentant à soi-même, on ment aux autres, on réécrit un petit peu l'histoire et donc on ne peut pas combattre la crise. Pourquoi? Parce qu'on n'admet pas qu'on est en crise. C'est ça les mêmes erreurs. Alors, tu dis qu'il faut se transformer, tu dis qu'il faut bouger, qu'il faut s'adapter. Tu es un VRP du darwinisme, hein. Ceux qui survivront, ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents, mais ceux qui vont s'adapter. Alors, pourquoi il faut se transformer en dehors du côté de la survie? Pourquoi? Et surtout, comment on fait pour se transformer? Parce que c'est pas facile de se remettre en cause, d'avoir cet esprit critique. Et puis, on est tous pareils, on a du mal à reconnaître qu'on a fait des bêtises, des erreurs, pour ne pas utiliser d'autres mots quand on est face à nos comptes d'exploitation et face à nos activités. Ah, tu sais, Aziz, c'est quoi l'expérience pour un chef d'entreprise? C'est la somme des erreurs et des bêtises qu'il a faites et qu'il a commises finalement. De façon. Après, la connerie, pardon d'utiliser ce mot, c'est quand on les répète. Donc effectivement, c'est pas grave de se tromper. Ce qui compte, c'est de le reconnaître qu'on s'est trompé. Et je crois que c'est exactement ça. Donc se transformer, c'est un peu un mot très général et galvaudé. Et moi, j'évangélise un peu sur ce mot parce qu'il est très important. C'est en fait la réflexion sur soi-même et sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'elle fait et sur le pourquoi elle le fait. Donc en fait, se transformer, c'est finalement, c'est quoi ma vision du monde? C'est quoi la vision de mon marché? C'est quoi la vision de mon entreprise sur le marché? C'est quoi la vision que j'ai de mon entreprise par rapport à mes concurrents? Comment je me compare? Et finalement, par rapport aux autres, je suis comment? Je suis en avance, je suis en retard, je suis un précurseur, je suis un suiveur. Et, et ça, pourquoi c'est important? Et à la question, mais pourquoi il faut se transformer? Mais moi, j'ai envie de dire, pour être résilient, pour résister face aux crises. Tu as parlé tout à l'heure, ça m'a beaucoup amusé de temps calme et de haute mer. Effectivement, c'est une discussion que j'avais eue avec Nicolas Dufourcq, le DG de BPI France, qui a préfacé mon premier livre, et qui m'avait dit, Arnaud, il faudrait se trouver le moyen
d'aider les entreprises à être des vrais dirigeants de haute mer. C'est comme ça que j'ai créé mon institut de formation, en fait. Et donc, le but d'une entreprise, c'est sa pérennité. C'est-à-dire que l'entreprise ne soit jamais atteinte. Alors, bien évidemment, il y a des hauts et il y a des bas pour les sportifs, là, qui suivent le foot ou qui suivent le match, le rugby. On ne domine jamais 90 minutes, sauf quand l'entreprise l'en face, c'est nul. Mais généralement, on a des hauts et on a des bas. Bon, voilà. Et en fait, le bas, on récupère, on essaye de regarder comment les autres font. Et puis, dans les hauts, on essaye de l'emporter. Voilà. Et bien, une entreprise, c'est la même chose. Elle doit bâtir, construire sa pérennité avec des fonds propres, avec un modèle résilient, avec un modèle plutôt en avance. Si je prends un exemple tout bête, j'étais administrateur de Page Jaune Solocal. Bah, Page Jaune, c'était des annuaires en 2010. Et à un moment, ils se sont dit, il faut qu'on aille vers le digital. Et donc, la question, c'était une diversification, pagejaune.fr, ou c'était une transformation? Bien évidemment, c'était une transformation, puisqu'il n'y a plus d'annuaire papier aujourd'hui. Et donc, c'est ça, cette notion, c'est comment je bouge mon modèle. Et moi, je dis, attention, la transformation, ce n'est pas deux choses. Un, ce n'est pas s'adapter, car quand on s'adapte aux autres, donc on est en retard. En fait, alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais s'adapter. Dans une crise, il faut commencer par s'adapter pour redevenir à la norme. Mais après, il faut se transformer, il faut être en avance sur les autres. Et puis, se transformer, ce n'est pas se diversifier. Parce que quand on se diversifie, on transforme autour, mais on ne transforme pas le cœur de la machine. Je vais prendre un exemple qui va parler, je pense, à tous nos amis entrepreneurs. Euh, Voyage SNCF, qui s'appelle peut-être Oui SNCF maintenant, voyagesncf.com. C'est juste un truc extraordinaire. C'est une machine de guerre en matière digitale en France. Est-ce que ça a transformé la SNCF? Non. On a transformé autour. Ils sont devenus le leader du numérique en France, etc., par la fréquentation. Ça a été le précurseur du e-commerce. Hein. Arrêtons de parler d'Amazon. Quand on a Cdiscount en France, quand on a la Fnac, quand on a showroom privé, quand on a vente privée, etc., on a des pure players du digital en France. Mais Voyage SNCF, c'est un vrai précurseur. Bon, et ben voilà, ça n'a pas transformé la SNCF. Donc en fait, transformer, c'est transformer au cœur, en fait. Transformer au cœur, ça nécessite d'être formé à ça. Alors jusqu'à maintenant, les formations, d'une manière générale pour les managers, je reprends mon expression du départ, hein, c'est apprendre à naviguer par beau temps. On ne donne pas forcément les outils au capitaine pour naviguer en tempête. Toi, tu as créé une école de formation. Tu appelles ça une école de guerre pour les chefs d'entreprise et les membres de comité de direction. Pourquoi la guerre? Pourquoi cette institution et ce centre de formation? Et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Écoute, très très vite, moi d'abord j'adore transmettre. J'ai été dans mes jeunes années, j'étais maître de conférence à Sciences Po, à Paris, en finance. J'aime lire, j'aime écrire des livres, hein, et j'en publie un autre le 10 juin, donc ce sera mon 4e livre. Et donc, je me dis, pour préparer les chefs d'entreprise et les comités de direction, il faut les former. Partout où je suis passé, c'est le cas de le dire, dans les entreprises dont j'ai géré les crises, j'ai transformé les modèles et j'ai formé des générations de comités de direction dont je suis très fier, avec plein de dirigeants qui ont pris ma succession avec succès. Et donc, moi, j'ai élaboré toute une méthodologie, j'ai conceptualisé, c'est ce que j'essaye d'expliquer à travers mon premier livre. Pour moi, la transformation, tu vois, ça se passe à 4 niveaux. Et ça, c'est important. Un, c'est les actions de performance, ce qu'on peut vraiment comprendre de la part des dirigeants, c'est-à-dire on fait mieux, on fait plus vite, on fait moins cher. Ça, tout le monde le comprend, c'est généralement ce qu'on fait quand on veut se transformer. Mais il faut aller plus loin. Tu as les allocations des ressources, tu arbitres entre ce qui est rentable et pas. Tu vas investir là où la valeur va, là où est la valeur et là où va la valeur. Tu réfléchis à ta chaîne de valeur. Tout ça, c'est les allocations des ressources. Tu peux acheter et investir dans des entreprises ou désinvestir dans des entreprises et céder finalement des corps de métier dont tu n'as pas besoin. Et puis, tu as une troisième strate très importante qui est une strate de design thinking. Alors, pardon pour l'anglicisme, mais c'est, moi je vais te le dire à ma façon, apprendre à se poser les bonnes questions plutôt que de vouloir apporter les mauvaises réponses. Je pars du marché, qu'attend le marché, et à partir de là, moi je vais innover et je vais apporter une réponse produit.
Alors qu'avant, on faisait un produit et puis on allait ensuite, le go-to-market, vers le marché pour essayer de le vendre. Et puis, dernière strate, bien évidemment, les nouvelles priorités que sont le climat, la biodiversité, le partage de la valeur, le dialogue social. Et donc, je pense qu'on a des nouvelles générations, les Y et les Z notamment, très tournées vers le sens. Et n'oubliez pas qu'en français, le sens, c'est un mot diamant fabuleux. Ça signifie la direction, la signification, l'émotion, c'est la raison d'être. Et donc, tout ça, comment on y arrive en fait? Bah, c'est l'idée de dire on va y arriver parce qu'on va embarquer l'interne et qu'il n'y a pas de changement sans acteur du changement. Donc, nous, chefs d'entreprise, on doit construire des organisations résilientes, si on veut que nos entreprises soient résilientes, développer une intelligence collective qui laisse la place à la créativité, à la singularité, qui soit agile et apprenante, en fait, qui se remette en question, du test and learn, c'est-à-dire j'essaye, je déploie à petite échelle, ça marche, bah, je déploie davantage, ça marche pas, bah, je réfléchis et puis je refais. Une organisation, il faut donner une vision organique des organisations. Une organisation, elle doit être dans le mouvement, elle doit se remettre en question et donc je dois embarquer mes équipes pour pouvoir réussir la transformation. Et mon prochain livre s'appellera, dont j'ai le print de la couverture, voilà, et en Une avant-première. avant-première. Voilà, 21 semaines pour se relever de la crise. Je n'en ai parlé encore à personne. Le livre sortira le 10 juin et je détaille un programme de remise en forme pour les entreprises et en 21 semaines, j'apprends aux chefs d'entreprise à réfléchir sur des pans d'activité pour pouvoir faire mieux. Voilà, c'est ça l'idée de la transformation, c'est ça l'idée de la formation et je forme des générations et des générations de dirigeants, ou je vais même dans les entreprises où je forme des comités de direction avec mon institut pour leur apprendre ce que c'est que la transformation. Alors, merci Arnaud pour tout ce que tu viens de nous dire et la transmission de cette expérience très, très riche. Il nous reste un gros quart d'heure. On va essayer de se tourner vers la salle virtuelle et voir s'il y a des questions. Pauline, je te laisse poser éventuellement les questions s'il y en a à notre conférencier. Euh, la parole est à toi. Oui, alors pour les questions, pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. Peut-être une question un peu sur la situation actuelle, sur les situations que vous observez un peu, voilà, à cet instant un peu T, on va dire, de la crise sanitaire slash économique, puisque notamment on voit qu'il y a au final peu de faillites, pardon, d'entreprise. Comment est-ce que vous analysez cela et ce que ça pourrait donner aussi par la suite? Alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelque part, on est en train de se dire, il n'y a pas eu cette vague de faillite tant redoutée. Moi, je n'oublie pas, hein, derrière une faillite, vous avez des salariés. Derrière un salarié, il y a 4 personnes. Mais derrière une entreprise, il y a un entrepreneur qui a mis ses sous. Et moi, je suis un entrepreneur. Moi aussi, j'ai déposé le bilan, j'ai aidé des gens à s'en sortir. Moi aussi, j'ai été confronté aux difficultés. Et donc, plus que jamais, moi, je défends les entrepreneurs. C'est-à-dire que je suis contre l'application stricte de la nouvelle directive européenne qui consiste à faire le jeu des créanciers, par exemple. Je pense qu'il faut avant tout continuer cette spécificité du droit français des faillites, de défendre les entrepreneurs. Ceci étant dit, moins de faillites parce que beaucoup d'argent d'injecter avec des mesures un peu universelles. Vous savez, je crois que c'est la première fois qu'on est en dessous du seuil des 50 000 faillites. L'an dernier, l'an dernier d'avant la crise, donc 2019, donc il y a 2 ans, année de très forte croissance, il y a eu 52 000 faillites. C'était une année exceptionnelle. Il n'y avait jamais eu autant de résultats, autant de bénéfices et autres. C'est un chiffre normal. C'est ce qu'on appelle un peu alors on a parlé de Darwin, on va parler de Schumpeter, quoi, de la destruction créatrice. Vous savez que 40% des gains de productivité annuels macroéconomiques sont constitués des fermetures d'entreprises et des faillites d'entreprises ou des cessations d'activité. Il y a beaucoup de cessations d'activité volontaires. Donc, bah oui, parce que ce qui ferme généralement, c'est ce qui est le moins rentable et le moins productif. Donc, on va retrouver des normes
Est-ce qu'il y aura un rattrapage? On le pense. Est-ce qu'on en est sûr? On ne sait pas parce qu'on ne sait plus rien. Il y a eu beaucoup d'argent quand même d'injecter. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, les entreprises qui aujourd'hui arrivent au tribunal de commerce, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont essorées parce qu'elles arrivent, elles ont empilé des dettes qu'elles ne pourront jamais rembourser, donc on ne pourra pas faire de plan, ça part dans ce cas-là en plan de cession, ou alors elles ne sont pas rentables. Il faut enlever de la tête des chefs d'entreprise que le tribunal de commerce règle tout, le tribunal de commerce règle les problèmes de structure financière et d'endettement, en étalant les dettes, en donnant la possibilité peut-être aussi de négocier avec ses créanciers. Elles ne résolvent pas les problèmes de rentabilité. Et quand on n'est pas rentable, ne l'oubliez pas, vous n'avez pas le droit d'être en poursuite d'activité sous le régime de l'administration judiciaire. Et à côté de ça, de ces faillites, en même temps, j'ai envie de dire, c'est assez à la mode comme expression, euh, on n'a jamais vu autant la bourse monter. On est revenu au plus haut historique en France. Les entreprises se rachetaient les unes les autres, les fonds activistes et Justement, autres. justement, cher Arnaud, comment tu expliques ça, cette déconnexion entre, j'ai envie de dire, l'économie réelle, le commerçant que tu défends, que tu côtoies, que tu aides, et les places de marché où on voit des envolées, le SP500, le CAC 40, toutes ces actions, on a le sentiment que c'est un peu déconnecté de la réalité. Est-ce qu'ils sont déjà dans le futur, dans l'après? Est-ce que c'est corrélé? Est-ce qu'il y a une raison rationnelle à tout ça, ou est-ce qu'on est finalement aussi, comme ça peut arriver parfois sur les places boursières, un peu dans quelque chose qui relève Bah, du ressenti ou de l'espérance même parfois? on est toujours dans une vision hyperbolique et hypertrophiée dès qu'il s'agit de la bourse. Donc, bien malin celui qui peut faire des prédictions, parce que ça relève pas des prévisions, mais des prédictions, la bourse. On est toujours dans le monde d'après et dans l'anticipation. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'économie, avant, elle était financée par des banques. Aujourd'hui, elle est financée par des banques centrales. Donc, c'est la planche à billets 2.0. Puisque on dit aujourd'hui tout est financé par de la dette. C'est faux, tout est financé par de la monnaie. Il y a des économistes très sérieux d'ailleurs qui le disent, hein, des gens comme Patrick Artus ou Jean-Marc Daniel ou autres, et ils ont parfaitement raison. Donc, il y a beaucoup d'argent et c'est ce qui alimente les bulles immobilières et les bulles des actions. Donc, du coup, on est confronté à ça. Après, il y en a beaucoup qui disent, mais finalement, la crise, une fois que tout rouvre, les gens, ils reviennent consommer. Moi, je vous parle de Londres, hein, j'habite entre Londres et la France, enfin, j'habite Londres, en fait, et ça fait très longtemps que je ne suis pas venu en France, d'ailleurs. Et je peux vous dire que les magasins ont rouvert chez nous le 12 avril. Ils ont été fermés 8 mois en 12 mois. Et j'ai interrogé des dirigeants de sociétés ici, ils m'ont dit, on a largement explosé le niveau qu'on avait avant. On n'a jamais atteint ces niveaux-là. Il y a une espèce d'effet de rattrapage. Donc c'est aussi la vision qu'à un moment, comment dirais-je, tout va repartir comme avant. Alors bien évidemment, l'aérien, tout ce qui est hôtellerie, tout ça, Oui. ça va prendre du retard. D'un autre côté, on voit que les réservations, elles sont déjà en train d'exploser pour l'été, parce que les gens en ont marre, on en a tous marre hein, d'être assis sur une chaise et de pas beaucoup sortir, même si maintenant on a moins de restrictions. Donc du coup, sur la planète, il y a ce qu'on appelle des stratégies value, des stratégies opportunistes, de se dire, bah, il y a des groupes qui sont atteints, c'est le moment de rentrer chez eux. D'ailleurs, je pense qu'en France, on a enquillé Suez Veolia, Unibail-Rodamco, Lagardère. On n'a jamais eu autant de gros deals activistes, capitalistes et de recomposition que dans les précédentes années. Généralement, on en a un par an. Pauline, est-ce qu'on a des questions? Je crois que Oui, oui, on a du chat. plusieurs, on a plusieurs questions. Je vais essayer de les regrouper un peu. On a notamment deux questions sur les conseils que vous pouvez donner aux entreprises et aux entrepreneurs pour faire face à une nouvelle crise type Covid dans le futur. Une question un peu plus particulière sur le modèle des cabinets de... Ah non, pardon. Alors, je vais lire la question en entier pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai cru comprendre que vous avez conseillé un grand cabaret parisien. Que pouvez-vous lui conseiller aujourd'hui après 300 jours de fermeture avec un modèle économique aussi marqué? Comment se réinventer? Comment anticiper
si le même type de crise se reproduit, donc à savoir fermeture administrative. Et donc plus largement sur les conseils que vous pouvez donner voilà, aux entreprises pour réanticiper des crises. Alors, permettez-moi d'être malicieux, mais le premier conseil, c'est lisez mes livres, parce qu'ils sont là pour vous aider et que ça vous coûtera moins cher qu'un cabinet de conseil d'ailleurs. Au-delà de ça, je dirais, je pense qu'il ne faut jamais considérer que ça n'arrive qu'aux autres et que ça va jamais nous arriver à soi. On est tous confrontés à ça et c'est peut-être à ça qu'on nous reconnaît comme entrepreneurs. Confère ce que je disais sur la somme des expériences et la somme des bêtises qu'on a pu faire et tout. C'est pas grave de se tromper, reconnaissez-le très vite, ne vous mentez pas à vous-même, soyez dans l'action et dans un mode décisionnel, remettez-vous en question et apprenez à vous comparer sans envie. Alors je sais, on est français, hein, donc on n'aime pas trop ça. Soyez plus anglo-saxon à admirer la réussite des autres qu'à essayer de vouloir critiquer ce qu'ils font en se disant ça tiendra pas, etc. On a besoin de disruption, il y a des acteurs émergents, c'est très bien. Eh bien, regardez dans les tickets restaurants où on avait des mastodontes qui se partageaient le marché, c'est une start-up disruptive qui a tout bouleversé, qui a provoqué d'ailleurs cette grande enquête de l'autorité de la concurrence et autres. On, plus que jamais, on a besoin de ça et on a besoin d'écouter le marché. Moi, vous voyez, j'ai 4 filles, dont ma dernière est une pure génération Z. Donc, elle a 23 ans et autres. C'est des générations qui sont passionnantes. Écoutez vos enfants, pour la plupart, hein, j'imagine que tout le monde a à peu près des enfants. Prenez vos idées auprès d'eux sur ce que vous pouvez faire dans votre quotidienneté sur le climat et la biodiversité. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais n'oubliez pas, ce sont eux les consommateurs de demain. En 2030, 75% de la population active, ce sera les millennials, donc les générations Y et les générations Z. Donc, c'est effectivement ça qui est important. Donc, du coup, préparez-vous aux crises en vous disant, je dois avoir un mode très agile. Je dois mettre en place une structure où je vais écouter. Généralement, dans une entreprise, quand on vous dit, ouais, il y a un truc qui va mal, mais non, tu vas voir, ça va s'améliorer, eh ben, considérez que ça peut être pire. Je vous donne une anecdote. Je travaille pour un de mes clients en septembre. Je lui fais sa prévision de trésorerie et je lui dis, tu vois, voilà, on a un besoin de trésorerie de 500 000 euros, on ne passera pas et tout. Il me renvoie mon état Excel, il avait tout changé et il me dit, tu vois, on passe. Je lui dis, oui, mais ça marche sur Excel, mais ça ne va pas marcher dans la vraie vie. Et je lui dis, tu vois, moi, je ne suis pas là pour prévoir ce qui va bien. Je suis là pour prévoir ce qui va mal pour que jamais ça ne se produise. Et donc, il faut apprendre à se projeter et à se dire, ça ne passe pas. Et ça va vous laisser le temps de trouver la solution. On trouve toujours les solutions. Il ne faut pas croire qu'on ne les trouve pas. Ce n'est pas vrai. On les trouve toujours si on les combat. Deuxième question sur les cabarets. Alors là, effectivement, on est dans le cas extrême. C'est le cas extrême des commerces, c'est le cas extrême des commerçants, des cabarets, des salles de sport, de tout ce qui a été fermé administrativement. D'abord, je crois que moi, libéral, je dis, nous devons collectivement être d'accord pour indemniser ceux qui n'ont pas eu le droit de travailler. Les chefs d'entreprise ne peuvent pas être lésés et mon discours à moi, c'est de dire, on ne finance pas une destruction de valeur, des pertes, par un prêt, fut-il un PGE. C'est-à-dire que le prêt, il faut le rembourser. Généralement, quand vous vous endettez, vous faites un prêt, c'est pour construire une nouvelle usine, une nouvelle ligne, générer de la production, de la productivité, donc créer de la valeur. Et ce sont les fruits de la création de valeur qui vont vous permettre d'amortir la dette. Là, destruction de valeur, il n'y a pas de génération de valeur, on ne pourra pas rembourser les dettes. Alors, je ne dis pas, attendez, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas rembourser les prêts. Ça, c'est faux, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, il y a ceux qui ont eu un préjudice de fermeture, eux, il faut leur faire un traitement à part. On me demande de m'exprimer sur ce cabaret, en tout cas, ou sur la spécificité de ceux qui ont été fermés administrativement. Nous devons tous nous mobiliser. Et vous, au MEDEF, le patronat doit se mobiliser là-dessus pour défendre les chefs d'entreprise par rapport à ça. Le reste, moi je dis, il faut absolument renforcer les fonds propres de vos entreprises. J'ai vu trop d'entrepreneurs refuser d'avoir des partenaires chez eux, disant oui, mais je ne veux pas avoir à rendre des comptes.
je veux pas avoir quelqu'un qui me donne son avis. Mais si vous avez besoin de l'avis des autres, augmentez vos fonds propres, c'est la seule façon. Ça sert à rien d'augmenter les dettes. On n'arrivera pas à les rembourser au bout d'un moment. Et surtout, si vous avez empilé du PGE, de la dette de loyer, de la dette fiscale, sociale, c'est le moment. Si tout va encore bien, tant mieux, faites-le. Faites une procédure de conciliation, peut-être de sauvegarde. Vous étalerez vos dettes, trouvez des accords en one-to-one avec vos créanciers, mais faites quelque chose. N'attendez pas d'être attrapé par le moment où il va falloir rembourser ces 3 ou 4 strates de dette simultanément, parce que vous n'y arriverez pas. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une récession, le jour où les gouvernements dans tous les pays diront au fait, il faut rembourser la dette publique qui a été accumulée parce qu'on a pris 300, 400, 500 milliards de plus avec les plans de relance. Ce jour-là arrivera, malheureusement. J'ai du mal à croire qu'on ne nous demandera pas à un moment de contribuer et je souhaite que ce ne soient pas les entreprises ni les entrepreneurs d'ailleurs qui soient ceux qui doivent rembourser ça. Donc effectivement, il faut qu'on ait aujourd'hui des discours très très clairs de la part d'économistes et de la part des organisations patronales et de la part des chefs d'entreprise. Alors, tu as raison, Arnaud, hein, la dette, il y a deux manières de la rembourser, ou par la croissance, ou par les impôts. Donc, nous sommes condamnés soit à faire mieux, soit la masse fiscale nous tombera dessus. Pauline, une dernière question, parce que le temps tourne et que c'est bientôt la fin. On Tout prend à une dernière fait. question pour Arnaud? Oui, alors j'ai deux questions que je vais mettre en lien qui sont un peu plus sur votre vision prospective des impacts de la crise. Il y a une question sur est-ce que vous voyez venir une rapatriation des industries vers les pays développés, notamment suite à la crise? Et une deuxième question sur plutôt l'impact que peut avoir le développement d'un télétravail beaucoup plus développé sur l'immobilier des centres-villes et des entreprises qui dépendent de ces travailleurs. Plus largement, je pense que voilà, des participants souhaiteraient avoir votre avis sur un peu les conséquences à long terme sociétales de cette crise. Oui, effectivement. Alors, la deuxième question, il y a une telle hybridation du monde du travail et de la maison et un tel développement du télétravail que on estime l'impact à 25% en moyenne sur l'immobilier commercial. Et je pense que ça peut être beaucoup plus prononcé dans des quartiers comme la Défense. Beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs et de grandes entreprises sont en train de résilier leurs baux par anticipation ou de ne pas les renouveler et de faire différemment. Vous avez entendu Stellantis aujourd'hui dire à partir de maintenant, il y aura une semaine au bureau, 3 semaines à la maison pour 18 000 employés. Je ne suis pas un fan absolu d'ailleurs, parce que on va perdre beaucoup. Alors certes, il y a du gain de qualité de vie pour beaucoup de salariés. Maintenant, travailler chez soi avec les enfants autour, avec la vie autour, etc., c'est pas forcément facile. Puis ça dépend de la taille que l'on a chez soi. Est-ce qu'on a un endroit pour soi ou pas? Et donc, ça va poser beaucoup de questions et je pense qu'on reviendra à quelque chose d'un petit peu plus rationnel où à un moment, on aura besoin d'une mixité parce qu'on a besoin de voir du monde et on ne peut pas être entre quatre murs. Bon, mais ça aura un impact de l'ordre d'un quart. Et les économistes sont d'accord là-dessus et les spécialistes de l'immobilier. Ça aura un impact, bien sûr, sur le tissu. C'est pour ça que je parle du réseau social dans les commerces. Ça va reconfigurer les choses. Après, ça va créer de nouveaux besoins, peut-être plus décentralisés. Ça va peut-être mieux répartir sur le territoire. Il faut peut-être s'en réjouir d'ailleurs. Il y a beaucoup de villes qui vont en bénéficier. Et rappelez-moi juste le début de la première question. La première question, c'était sur la réindustrialisation dans Oui, les pays merci. développés. Est-ce qu'on Je va crois, récupérer des usines de Chine sans les je, pangolins? je crois pas du tout, moi. Je crois pas du tout. Je crois que, alors, d'abord, c'est une réflexion. Dire qu'on va la mener au niveau français, j'y crois pas. Au niveau européen, certainement. Le problème de ça, découvrir qu'on n'a plus de respirateurs, découvrir qu'en Europe, 80% des réactifs ou comment dirais-je, des ingrédients de base pour les médicaments sont faits en Chine et en Asie, c'est un échec européen, c'est pas un échec français, comme le vaccin a été un échec européen et pas un échec français, hein. Je rappelle que la France, l'Italie, l'Allemagne
sont au même niveau de vaccination à peu près. Donc, je pense que ce genre de choses, on doit mener les réflexions au niveau européen. Malheureusement, comme vous l'avez vu, il n'y aura pas de plan de relance européen. Il y aura des plans de relance nationaux financés par l'Europe. Bon, et ça, on peut le regretter. En revanche, ça va porter un nouveau regard sur les chaînes de valeur. Je pense qu'on a vu les vulnérabilités. Donc, les États vont se rendre compte des vulnérabilités. Si vous avez, je dirais, une demi-heure à consacrer, lisez le rapport du Conseil d'analyse économique qui est sorti en avril sur les vulnérabilités, qui traite plutôt de vulnérabilité que de souveraineté. Souveraineté, c'est un terme politique. Vulnérabilité, c'est un terme économique. Effectivement, ils ont repéré 644 intrants stratégiques qui nous manquent, dont 122 critiques. Bon. Mais c'est la même chose pour les entreprises. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivé chez Vélib, et on terminera là-dessus, tous mes fournisseurs étaient chinois et asiatiques. Et j'ai dit, je veux les dédoubler et avoir un doublon, un fournisseur français ou européen si je ne trouve pas de fournisseur français. Je pense qu'effectivement, si on a pu continuer à avoir des pièces détachées pour le Vélib, c'était notamment parce qu'il y avait ces backups européens qui existaient à un moment où les usines chinoises étaient fermées. Elles ont vite rouvert, d'ailleurs. Donc, je ne crois pas à un mouvement massif de relocalisation, mais je crois en revanche à un vrai mouvement sur les chaînes de valeur. Ça, oui, et je pense que c'est une bonne chose. Tous les chefs d'entreprise doivent travailler là-dessus. Ce sera au cœur de mon prochain livre. On vous expliquera comment, mais vous devez vous dire de qui je dépends. Parce que n'oubliez pas, celui qui doit vous apporter le boulon qui vous empêche de livrer votre produit final, finalement, lui, il vous met en otage. Regardez ce qui se passe avec les semi-conducteurs. Peugeot qui va ressortir des voitures avec des aiguilles pour les compteurs parce que on n'avait plus du tout de composants électroniques. Donc, bon, voilà, tout ça est assez intéressant en termes de réflexion. Raisonner vulnérabilité au niveau des États et au niveau de vos entreprises. Et s'il y a des usines qui se relocalisent, tant mieux. Avant de vouloir qu'elles se relocalisent, évitons qu'elles se délocalisent et évitons qu'elles ferment. Et bon, là, je pense que c'est l'affaire des territoires et je pense que tout le monde est mobilisé là-dessus, en tout cas. Eh bien, ce webinaire touche à sa fin. En tout cas, ça a été riche d'enseignements. Encore merci Arnaud d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir fait partager pendant plus d'une heure ton expertise et ton expérience. On te retrouve sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn, par exemple. Arnaud est assez réactif. Et puis, je laisse le petit mot de conclusion à Pauline qui vous parlera peut-être du prochain webinaire du management, le mardi du management. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci beaucoup Aziz, merci beaucoup Arnaud pour votre participation aujourd'hui. Merci à tous. Nous vous enverrons le lien vers le replay et autres ressources complémentaires suite à ce webinaire. Et le prochain webinaire management aura lieu le 17 juin avec les conclusions de notre étude sur la qualité de vie des dirigeants qui est en train de circuler. Encore merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage à tous, au revoir. Au revoir.